Bonjour, nous voici à nouveau réunis pour les rendez-vous de la prévention santé réalisés par Edimarc avec le soutien de l'UNIM, partenaire d'Alliance, autour des questions d'éthique en santé. Et le sujet qui va nous réunir aujourd'hui est celui de la place des proches dans la relation de soins. Alors avant de donner la parole à mes trois collègues, on va contextualiser un petit peu historiquement le fait que la relation de soins est intimement liée à la question du secret médical et que dans l'absolu, on pourrait dire qu'aucun professionnel de santé ne doit communiquer avec un proche, avec un parent, avec un ami, puisque dans le climat de confiance qui s'est induit entre le soignant et le soigné, aucune information ne doit être diffusée à l'extérieur. Néanmoins, on sait que dans beaucoup de prises en charge en soins, on a besoin d'être accompagné par un proche, qu'il y a des situations difficiles, celle de la fin de vie, celle du grand âge, et puis peut-être toute situation de vulnérabilité où la place des proches est importante dans la relation de soins, ce qui va nous amener à débattre entre nous du partage de l'information, que peut-on dire, à qui, comment, avec quelles limites, mais également un sujet peut-être plus complexe, que comment va-t-on gérer les situations où le patient est en perte d'autonomie, où les proches seraient amenés à décider à la place d'eux, avec tout le débat qui serait sur est-ce que cette décision sera bienveillante, est-ce que cette décision sera contrainte par des effets adverses aux volontés du patient. Donc on va en débattre tous les quatre ensemble. Donc j'ai le plaisir d'accueillir Mylène Gouriot, qui est une collaboratrice avérée et importante de l'espace régional de réflexion éthique de Normandie. Le professeur Sigrid Guillaumet, qui est professeur en médecine palliative et qui est au quotidien confronté à cette question de l'accompagnement des patients et de la place des proches dans la prise en soins. Et puis Guillaume Grandazzi, qui est sociologue universitaire à l'Université de Normandie, qui va également intervenir sur ce sujet-là. Alors on peut peut-être contextualiser, je ne sais pas Mylène, si tu veux démarrer, sur cette évolution de la relation de soins, qui n'est pas si évidente que ça, du point de vue de l'histoire et des valeurs qui la fondent. Absolument. La relation de soins commence avec Hippocrate dans l'idée du secret qui est fondateur et protecteur, dans l'idée aussi d'un colloque singulier entre le médecin et son patient. Ce colloque singulier va évoluer du point de vue historique dans les années à peu près 40-50 vers le paternalisme que l'on peut définir comme le monopole de la compétence légitime du médecin qui dit pour le patient ce qui est bon pour lui. On est toujours dans cette situation d'un colloque singulier. Il faudra attendre les années 70 et 80 aux États-Unis pour reconnaître la place des proches. La place des proches, c'est une place positive, d'abord du point de vue du care, c'est-à-dire dans le relationnel et l'affectif. C'est un soutien psychologique, empreint de sollicitude, avec une importance existentielle, notamment pour le patient, non négligeable. C'est également, contrairement à ce qu'on pense, pas seulement un soutien relationnel, c'est aussi une place importante des proches dans la démarche biomédicale, rationnelle, objective, puisque les proches sont porteurs de la biographie et de renseignements utiles pour le choix et la décision qui sont pris par les médecins. Ils sont également partie prenante dans l'observance, l'éducation thérapeutique, la continuité des soins, et également ils sont porteurs d'une forme de vigilance, d'attention et de protection envers le soignant qui les accompagne. Donc il y a eu une évolution très positive en incluant les proches dans la triade soignant, soigné et puis les proches, qui est finalement, je dirais, une évolution qui va vers un meilleur respect de l'autonomie du patient à travers notamment ceux qu'ils connaissent. Alors c'est peut-être pour ça que la loi s'en est mêlée, en particulier la fameuse loi du 4 mars 2002 relative aux droits des patients, qui est venue instaurer la notion de personne de confiance, c'est-à-dire un proche que le patient peut désigner, et par cela, les professionnels de santé peuvent échanger des informations avec ce proche, mais le droit dit uniquement avec celui-là, dans la loi du 4 mars 2002. Puis il y a un autre volet, dans le Code de santé publique, qui est une phrasologie un peu plus complexe, qui dit que les professionnels de santé peuvent informer les proches dès lors que l'information est nécessaire à la prise en charge et à la continuité du parcours de soins du patient. Et c'est là qu'il faut jongler pour trouver l'information nécessaire, juste et équilibrée. Et peut-être que de ce point de vue, Cyril Guillaumet, tu peux nous dire un petit peu comment ça se passe dans une pratique de soins au quotidien, en particulier dans les problématiques d'accompagnement de fin de vie. Alors c'est vrai que dans les accompagnements de fin de vie, on est confronté aussi à un accompagnement des proches
pour qu'ils puissent être eux-mêmes accompagnés tant sur le plan psychique que sur la suite de la prise en soin du patient qu'on va accompagner. Quand le patient peut dire s'il souhaite qu'on donne des informations avec ses proches et qu'on puisse faire des entretiens avec les proches, bien entendu, ça se fait. Donc c'est vrai qu'il y a des patients qui ne peuvent plus aussi décider pour eux par rapport à leur choix, notamment à leur choix dans les traitements, dans les investigations des traitements. Et quand il n'y a pas de personne de confiance, on s'en réfère aussi aux proches, alors des proches qui peuvent être divers et variés, dans des familles qui sont toutes uniques, donc il n'y a pas une famille qui va être définie, il y en a plusieurs, et donc on va devoir faire appel aussi à de l'information auprès de ses proches pour permettre aussi de voir avec eux qu'est-ce que le patient aurait souhaité, qu'il soit le témoin de ce qu'il aurait souhaité, pour éviter d'être aussi dans des obstinations qui pourraient être déraisonnables. L'idée, c'est vraiment de leur faire comprendre que la décision, ce n'est pas eux qui la prennent, c'est le médecin qui va la prendre en lien avec ce que le patient aurait pu transmettre auprès des proches et ce qu'il aurait pu souhaiter pour la suite de sa prise en soin. Et est-ce que dans le choix des proches, on rencontre des difficultés en disant on choisit plutôt tel proche que tel autre? Est-ce qu'il y a une harmonisation possible du point de vue des proches ou est-ce que des fois il y a des zones de conflit et de tension? Alors, naturellement, on va aller vers le conjoint, la conjointe de la personne ou le fils, la fille. Alors après, quand il y a plusieurs enfants, quand il y a plusieurs petits-enfants, on se retrouve face à des situations où on se dit vers qui aller plus donner d'informations. Il est vrai que dans certaines familles, certains proches, leur présence est plus importante que d'autres. Et du coup, on va peut-être aller plus vers ceux qui sont en présence. Il n'est pas rare de voir au cours de discussions que des proches qui n'ont pas été présents pendant un certain temps, tout au fur et à mesure de la maladie, se manifester et donner, eux, de leur côté, vouloir donner leur avis. Ce qui crée aussi des tensions et qui peut créer des conflits, surtout dans des situations de fin de vie où on est face quand même à une concentration un petit peu d'éléments biographiques de la personne qui peuvent ressurgir. Et c'est là qu'on peut retrouver aussi certains conflits au sein d'une famille. C'est peut-être important de le dire pour nos auditeurs, je sais que toi tu le sais, mais comme on dit souvent à nos étudiants, le patient parle et s'exprime, donc c'est peut-être aussi avec le patient qu'on va définir les proches qui vont être partenaires de l'alliance du soin, quoi. Bien sûr, c'est important d'anticiper avec eux en leur disant peut-être à un moment donné dans votre parcours de la maladie, si vous ne pouvez plus donner votre avis, vers qui on peut plus aller se tourner. Donc il y a la question de la personne de confiance, mais c'est une personne de confiance unique actuellement dans la loi. Et parfois les patients nous disent moi je veux que ce soit plusieurs personnes. Donc il va falloir faire avec. C'est important aussi de le dire à ceux qui nous écoutent, c'est pas parce que la loi dit il y a une personne de confiance que dans la relation de soins, on n'a pas le droit d'en intégrer d'autres. Le patient a encore ce droit-là. La personne de confiance est unique dans la loi, mais rien n'empêche une équipe soignante de dire au patient « vous pouvez nous désigner d'autres personnes que celle-ci ». Exactement. L'idée, c'est aussi qu'elle soit le témoin des décisions qu'aurait pu prendre la personne, sans qu'elle soit dans la décision... c'est pas la famille qui va décider, c'est pas les proches qui vont décider, parce qu'on voit aussi, nous, ensuite, l'impression de décider de la vie ou de la mort de leurs proches et des problèmes de sentiments de culpabilité qui vont entraîner des problèmes aussi de deuil plus compliqués par la suite. Oui, merci pour ces éclairages. Et, Guillaume, est-ce qu'on pourrait revenir sur une question que se posent, à mon avis, beaucoup de professionnels de santé? C'est finalement quand une personne, un patient, est sous mesure de protection juridique, tutelle ou curatelle. On a appris comme ça, mais mal appris à mon avis dans nos cours, que c'était le tuteur et le curateur qui décidaient de tout à la place d'un patient. Est-ce qu'on peut dire que dans la démarche de soins, il est légitime de faire appel au tuteur et curateur pour décider à la place du patient? Eh bien, effectivement, en fait, le fait d'être en tutelle, maintenant je crois on dit, je ne suis pas juriste, mais ou en curatelle, ne veut pas dire qu'on n'est pas en capacité, là aussi, de prendre des décisions concernant sa santé.
Et donc ça, c'est important que les professionnels soient au fait de cette dimension et que les jeunes professionnels soient aussi formés à ces états, à la protection des majeurs, parce que le fait de savoir qu'un patient est sous mesure de protection ne doit pas amener le professionnel à évacuer la relation qu'il a avec lui et à le solliciter pour avoir son avis et connaître ses souhaits concernant sa prise en charge. Après, le problème, encore une fois, c'est qu'il y a plein de personnes qui ne sont pas sous mesure de protection et qui sont dans ces situations un peu intermédiaires où on sent bien qu'elles ne sont pas en capacité de décider pour elles-mêmes. Et je crois que ce qui est important, c'est aussi quand on décide de déléguer à autrui la décision concernant la santé, alors que ce soit autrui, ça peut être le professionnel de santé ou une équipe médicale, une décision collégiale, etc., qui va décider à la place du patient en lien éventuellement avec les proches, la famille, la personne de confiance, il faut toujours faire en sorte que cette délégation elle soit le plus temporaire possible finalement. Ce n'est pas une délégation ad vitam aeternam, c'est le temps que la personne n'est pas en mesure de décider pour elle-même, on va prendre une décision qui va être ce qu'on considère être le mieux pour elle, pour sa prise en charge, mais dès que possible, la réintégrer dans le processus de décision, dès que son état va s'améliorer. Alors, les critères qui amènent souvent les professionnels à juger que la personne n'est pas en état de décider pour elle-même, c'est le manque de faculté de jugement finalement ou de discernement par rapport à son état ou à sa santé, son incapacité à exercer un jugement critique, à comprendre les informations qui lui sont données, etc. Dans certains cas, et on le voit aussi souvent, on parlait du médico-social, ça peut être ce qu'on va considérer comme un manque de désir ou de volonté de vivre, et on va se dire finalement que la personne n'est pas dans son état normal en refusant de manger, en refusant des soins, etc. Et qu'il faut peut-être prendre des décisions à sa place. Et puis parfois on peut considérer que le désir ou les volontés du patient vont être jugées déraisonnables à la fois par les professionnels de santé ou par les proches. Et c'est aussi ce qu'on retrouve par exemple dans le texte sur les directives anticipées, où les directives anticipées s'imposent aux professionnels dans la mesure où elles sont jugées adaptées à la situation et donc quelque part raisonnables au regard du contexte dans lequel elles doivent s'appliquer. Ce qui est peut-être important, c'est de vraiment souligner l'idée que quand on aura à faire face à un patient qui est sous une mesure de protection juridique, le mot protection est important. Protection, c'est pour la protéger des faits adverses, de malversation financière, de mauvaise gestion de ses finances personnelles. Ça, on comprend bien. Il ne faudrait pas tomber dans le travers inverse de dire que sous prétexte qu'elle est protégée, elle est déresponsabilisée. En fait, une personne sous mesure de protection judiciaire peut être capable de continuer à prendre des décisions, il faut le rappeler. Après, autre petit point par rapport à ce que tu viens de dire et qui est important, c'est effectivement les proches donc, seront toujours consultés, mais se rappeler, c'est mon côté un peu médecin légiste qui voit des mauvaises situations, que le proche n'est pas toujours aussi bienveillant. Et donc, faire attention à bien choisir le bon et le juste proche dans la relation qu'on aura avec le patient. Donc, en fait, on leur dira après, mais je pense qu'il faut jongler intelligemment entre ces dispositifs et pas s'enfermer dans une voie unique. Oui, puis je rajouterais que il peut être tentant aussi pour les professionnels ou pour les proches, justement, de remettre en cause des volontés ou des décisions du patient parce qu'elles ne correspondent pas à ce que souhaiteraient faire les proches eux-mêmes ou les professionnels, et donc d'être tenté de juger ces volontés ou ces désirs comme étant irrationnels ou le signe d'une perte de la faculté de discernement, etc. Donc ça, je pense qu'il faut être aussi vigilant par rapport à cette tentation qui peut arriver, qui peut amener à rejeter un peu l'avis de la personne concernée en pensant qu'on connaît mieux ce qui est bien pour elle qu'elle-même. Là, on a traité la question de la place des proches dans la relation de soins, dans un milieu très médicalisé. Il y a aussi la place des proches dans le monde du médico-social. Et quand tu viens de dire c'est pas aux proches de décider, on sait qu'il y a des situations aujourd'hui, en particulier dans les EHPAD et dans le grand âge, où souvent on met les patients en situation d'infériorité par rapport aux proches, et que c'est les proches qui auraient tendance à vouloir tout décider pour la personne concernée. Alors Guillaume, le respect des droits de la personne et de la personne âgée dans ce cadre-là, elle est quand même assez challengée, quoi. Oui, tout à fait. Je crois que la question de la place des proches, elle se pose
aussi dans un contexte justement de vulnérabilité de la personne. Alors, en sciences humaines, la notion de vulnérabilité a fait florès, elle est utilisée dans plein de contextes. On peut distinguer deux grands types de vulnérabilité. Une vulnérabilité qu'on partage tous et toutes, qui est une forme de vulnérabilité fondamentale, un peu anthropologique, je dirais, et des vulnérabilités qui sont plus problématiques parce qu'elles se posent dans des contextes particuliers, et notamment dans le contexte de la maladie, du grand âge, etc. Et en fait, quand on regarde le Code de la santé publique, le Code de la santé publique dit clairement la personne prend les décisions concernant sa santé avec les professionnels de santé au regard des informations fournies par les professionnels de santé. Et du point de vue du droit, le droit ne reconnaît pas finalement de vulnérabilité globale de la personne, sauf dans les situations des personnes mineures ou des personnes dites protégées, donc sous mesure de protection, tutelle, curatelle, etc. Mais globalement, quand on n'est pas sous mesure de protection ou mineur, on n'est pas considéré du point de vue juridique comme une personne vulnérable. Et en fait, le droit, et on le voit bien avec, tu as parlé de la loi de 2002, mais on pourrait prendre les lois successives sur la fin de vie, etc., ont finalement été mises en place pour promouvoir l'autonomie de l'individu et le respect de l'autonomie de l'individu par les médecins, à la suite de quand même plusieurs décennies de paternalisme médical où l'autonomie n'était pas toujours très respectée par le corps médical. Et donc le droit a mis en place des textes juridiques pour justement que soit garantie cette autonomie des patients. Et on voit un peu, on pourrait dire, deux cultures distinctes qui s'affrontent. Il y a une culture juridique qui part de la présomption d'autonomie du patient ou de l'individu, de la personne. A priori, la personne est autonome et est capable de prendre des décisions, sauf cas particulier. Et à l'inverse, on est plutôt dans une culture médicale qui, traditionnellement, et encore une fois historiquement, se situe plutôt dans la perspective où l'individu est présumé vulnérable, et donc présumé ne pas être complètement autonome et capable de prendre des décisions du fait, justement, de la maladie ou des difficultés qu'il rencontre dans l'état dans lequel il est face au corps médical. Et c'est justement dans ce contexte-là que les médecins, tous les jours, doivent prendre des décisions pour des patients qui ne sont pas en état de les prendre pour eux-mêmes et qui doivent précisément solliciter l'avis des proches pour les aider ou les accompagner dans cette prise de décision. Et là, pour rebondir sur ce que disait Mylène tout à l'heure par rapport à la définition du paternalisme, on pourrait craindre un néopaternalisme, c'est-à-dire quelque part des professionnels de santé qui aujourd'hui considéreraient la personne comme vulnérable et incapable de prendre des décisions, alors qu'en travaillant avec les proches et alors qu'en mobilisant l'autonomie résiduelle de cette personne, on pourrait prendre des choix qui soient réellement en accord avec son histoire de vie et à ses volontés fondamentales, quoi. Et je le disais tout à l'heure, je pense qu'on a le droit, dans le débat qu'on a avec nos auditeurs, de poser un petit regard critique quand même sur ce qui se passe dans le monde du médico-social. Aujourd'hui, on affiche beaucoup la question de la bienfaisance, de l'autonomie, mais on sait qu'en pratique, il y a beaucoup de personnes âgées aujourd'hui qui sont contraintes par des choix qui s'imposent à elles et où elles ne sont pas libres. Oui, bien sûr. Tu as parlé de la question de l'autonomie résiduelle, et c'est vraiment important, parce qu'en fait, on a tendance à raisonner de façon un peu binaire et dichotomique, personne autonome et personne non autonome, comme si on était dans un état ou un autre, alors qu'évidemment, il y a beaucoup d'états intermédiaires entre la pleine autonomie, la pleine possession de ses moyens et de ses capacités de discernement et la perte totale d'autonomie. Il y a la question de l'autonomie résiduelle et des situations où les personnes peuvent fluctuer entre différents moments où elles sont plus ou moins capables de décider pour elles-mêmes. Et donc c'est vraiment important que les professionnels de santé, mais aussi les proches et les familles et les personnes de confiance soient conscients et attentifs à la capacité de la personne à émettre des souhaits, à émettre des avis et voire prendre elle-même des décisions qui la concernent. En fait, on pourrait dire, tu es d'accord, que le proche, finalement, il vient comme soutien de cette autonomie résiduelle. C'est-à-dire il vient pour témoigner, pour aider la personne à faire vivre son autonomie résiduelle et à ce qu'elle ne soit pas évincée de la décision.
Quand il exerce, je dirais, pleinement et intelligemment son rôle de proche, parce qu'il y a aussi des proches qui peuvent justement profiter de cette brèche, on pourrait C'est dire. peut-être là que je vais reposer la parole à Cyril, mais que le rôle des professionnels est important, de réguler la juste place des proches pour pas que les proches dépossèdent le patient de sa volonté de décision. C'est un vrai enjeu dans nos échanges, d'autant plus que l'on sait qu'ils vivent aussi ces situations-là avec leurs propres émotions, leurs propres souffrances face à des situations de troubles psychocomportementaux en gériatrie, de fin de vie en soins palliatifs. Et du coup, ils parlent aussi avec ces émotions-là. Et donc, du coup, ça peut entre guillemets, brouiller, enfin, je ne sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas, ça peut leur faire porter une parole qui est plus leur parole de leur propre souffrance par rapport à la situation, d'impossibilité d'envisager la mort du membre de leur famille que de quelque chose de plus rationnel, entre guillemets, quoi. Il y a un bel exemple classique sur la parole des proches versus la volonté du patient, c'est dans le don d'organes. Quand on demande aux proches de témoigner de ce que le patient aurait souhaité, et que par exemple on prend 3 enfants d'une même famille, on sait qu'une famille qui est unie à la base, l'un des enfants va dire « il était donateur », le deuxième va dire « ah non, il n'était pas donateur », et le troisième va dire « je ne sais pas ». Et on voit bien que justement la place des proches n'est pas forcément toujours à l'image de ce que le patient aurait souhaité. Donc on a ce rôle de régulation. Peut-être que Mylène, pour conclure, tu peux nous dire un dernier petit mot avec ton regard de philosophe sur cette globalité des choses. Ce qu'il faut préciser, c'est ce qui est intéressant aussi dans le dispositif légal, c'est que les proches, ce n'est pas nécessairement la famille. Et à travers la nomination de la personne de confiance, c'est aussi la possibilité finalement d'alléger la famille des décisions qui sont des décisions difficiles à prendre, dans lesquelles on va projeter son affect, qu'on va projeter sa relation avec ses parents notamment assez souvent. Et ce qu'on n'a pas dit depuis le début, c'est qu'effectivement les proches, ça peut être différentes personnes et pas nécessairement dans le milieu familial. La personne de confiance, je dirais que l'intérêt de ce que prévoit la loi, c'est aussi d'extérioriser les décisions difficiles sur des personnes qui sont plutôt des amis, qui sont plutôt finalement aussi peut-être des aidants de longue date, qui sont des accompagnants plus que des aidants, et de permettre à la famille de ne pas avoir à prendre ces décisions, ou en tout cas de ne pas se positionner dans ce type de décision, ce qui allège un peu la peine qu'on peut avoir dans des situations. Et on l'a connu ça dans beaucoup de travaux de recherche en éthique, Voilà. quand on interroge des patients atteints de maladies graves, ils disent « moi, je choisis comme personne de confiance quelqu'un qui va soulager effectivement certains proches à qui je ne veux pas faire porter le fardeau de l'accompagnement ou de la décision ». Donc en fait, merci pour cette table ronde commune. On voit bien la place respective de la personne de confiance d'un côté qui protégeait les proches, qui peut aussi, on ne l'a pas dit, mais c'est important de le dire, aider à trancher des situations quand les gens ne sont pas d'accord. C'est la personne de confiance qui va primer parce que le patient l'a choisi pour ça. Et globalement, d'arriver à articuler dans la relation de soins ce que dit la loi, et puis ce que nous dit la démarche de soins, c'est-à-dire que les proches, c'est complexe, les familles, c'est complexe, la famille, c'est pas forcément les proches les plus proches, les amis peuvent avoir leur place, donc de savoir ouvrir ce champ des possibles pour répondre au mieux aux attentes des patients. Donc merci à tous les trois, puis bonne aventure pour la suite de nos réflexions collectives.